L'écriture inclusive. Un sujet hautement viral, hautement contesté, hautement appuyé par différentes sphères de la société. C'est un sujet qui touche à énormément de domaines. La manière dont on parle, la manière dont on écrit, la manière dont on raconte même l'histoire que l'on vit. Aujourd'hui, on a envie d'aborder ce sujet avec un aspect très particulier qui est comment doit-on décider et régir ces questions de langue? Est-ce les gens de tous les jours qui les décident? Est-ce des institutions qu'on aurait élues ou non qui doivent s'en saisir? Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. T'es prête, Mathilde? On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, C'est oui. normal. Ni bien ni pas bien, je peux venir pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme, merde! Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde! Faites la paix! Donc, on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Tiffany Tiffany. Tu es notamment connu pour avoir inventé et revendiqué la féminine universelle, qui est une manière de s'exprimer exclusivement au féminin. Si je me trompe pas. Exclusivement à la féminine, oui. Exclusivement à la féminine. Et avec notamment un livre de Marguerite Stern qui avait été écrit exactement dans cette manière de pratiquer le langage. Oui, bah, elle avait découvert la féminine universelle, elle avait eu envie d'écrire Héroïne de la rue de cette manière-là, en effet. Mais ça fait déjà depuis 2012 que je développe ça, et mon livre Compte à rebours, qui est aussi un spectacle par ailleurs, est écrit à la féminine universelle. Alors, tu vas pouvoir nous en parler plus en profondeur. Et je suis avec Ralph Muller. Salut Ralph. Salut. Tu étais déjà venu dans le crayon dans un épisode d'Œil pour Œil, dont on vous met le lien en bio. Tu es doctorant en langue. En littérature française. En littérature française à l'université de Genève. C'est ça. Et tu as notamment plusieurs fois fait des vidéos ou écrit des articles pour critiquer l'écriture inclusive, mais également le rap et d'autres sujets qui touchent à la langue. Absolument. J'aimerais qu'on commence avec cette première question qui est un peu englobante, mais qui va nous permettre de trouver des ramifications, qui est l'évolution de la langue, donc notamment vers cette écriture inclusive ou cette féminine universelle. Est-ce que c'est le choix de grands de ce monde, d'académiciens ou de politiques, ou est-ce que c'est par le bas, par le peuple, par les gens, la manière dont on le pratique, que ça devrait se faire? Pendant longtemps, ça s'est fait par le peuple, par les personnes. Puis à un moment donné, il y a eu le cardinal de Richelieu, donc c'est le méchant dans les Trois Mousquetaires, pour situer. Ça lui va très bien. Et donc il a décidé de créer l'Académie française. Donc c'est ce reliquat d'Ancien Régime qui malheureusement a survécu à la Révolution française. Pourtant, ça doit bien se décapiter, tout ça. Et donc, cette Académie française a été créée pour plusieurs raisons, mais deux d'entre elles. La première est totalement élitiste, classiste, c'est-à-dire qu'ils vont à ce moment-là régenter l'orthographe. Il faut savoir qu'avant la création de l'Académie française, une femme comme Madame de Sévigné, par exemple, qui était une immense autrice, une grande femme de lettres, etc., pouvait écrire dans la même lettre, quand on regarde ses lettres manuscrites, dans la même lettre, 4 fois le même mot, écrit de 4 manières différentes. Parce qu'on écrivait en phonétique. Non, il n'y avait pas de faute à l'époque, c'était écrit de manière phonétique, la langue, et donc c'était très utile puisqu'on pouvait se concentrer sur le fond plutôt que de se concentrer sur la forme, et ça ne posait aucun problème. Il faut imaginer plein d'autrices et d'auteurs de l'Ancien Régime qu'on connaît qui n'avaient strictement aucune norme orthographique. Et donc voilà, une des raisons de la création de l'Académie française, c'est qu'ils vont décider de règles orthographiques iniques, enfin, ils vont les sortir un peu de nulle part. Ils vont décider qu'ils vont prendre principalement le latin, un peu le grec, mais surtout le latin, parce qu'on est sur le Saint-Empire romain germanique, c'est juste par catholicisme, mais on aurait pu, pour beaucoup d'autres, parce qu'on a beaucoup d'autres influences dans la langue française, on aurait pu prendre d'autres racines, c'était complètement au hasard. Et ils vont faire exprès des règles orthographiques extrêmement compliquées. Je ne sais plus combien il y a de manières de faire le son S dans la langue française, mais c'est complètement absurde. Et donc le but du jeu, c'est que les seuls qui vont avoir le temps d'apprendre
ces règles absurdes-là, eh ben, ça va être des hommes et des hommes nobles. Parce que les femmes, de toute façon, n'avaient pas le droit d'aller vraiment étudier. Et puis, même, c'est l'ascension à ce moment-là de la bourgeoisie. Et même la bourgeoisie, en fait, les personnes doivent travailler. Donc, on n'a pas le temps d'apprendre ces règles pourries. Et donc, dans la création de l'Académie française, c'est marqué noir sur blanc que ces règles sont faites pour distinguer les gens de lettres des pauvres d'esprit et des simples femmes. Ça, c'est encore après. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est là qu'ils vont décider de la règle de grammaire inique, immonde, masculiniste, politique, en disant que le masculin l'emporte sur le féminin. Avant, à ce moment-là, le masculin ne l'emporte absolument pas. En fait, le masculin l'a emporté très peu de temps dans l'histoire de la langue française. Avant, on avait la règle de proximité, par exemple. Donc, on pouvait dire très bien les hommes et les femmes sont égales, ou les femmes et les hommes sont égaux. En fait, on accordait avec le mot le plus proche. D'ailleurs, quand on regarde Racine, par exemple, enfin, en tout cas des gens qui ont écrit en alexandrin, notamment chez les dramaturges, en fait, on se rend compte que il y a des moments où ils n'ont pas pu être dénaturés au masculin l'emporte parce qu'on avait des problèmes de nombre de pieds et des problèmes de rime à la fin du vers. Par conséquent, il y a des moments où on se dit, tiens, Corneille ou Racine ou Molière se sont plantés. Non, ils ne se sont pas plantés, c'est qu'ils... Ils jouaient avec justement l'ambiguïté pour pouvoir... Ah non, il n'y avait pas d'ambiguïté du tout. Ils respectaient la règle de proximité qui était en usage depuis des siècles et des siècles, donc ça dérange strictement personne. Il y avait la règle de majorité aussi, quand on parlait d'un groupe de personnes et qu'il y avait un peu plus de femmes que d'hommes, on accordait à la féminine. Et quand il y avait plus d'hommes que de femmes, on accordait au masculin. Et quand on ne savait pas, qu'on ne s'était pas amusé à regarder la forme des organes génitaux de toute une foule, à ce moment-là, on avait ce qui s'appelait la règle de choix, qui était merveilleuse pour les poétesses et les poètes, puisqu'on pouvait choisir sa rime à la fin du vers. Et donc tout ça, c'était pendant des siècles et des siècles. Et là, il va y avoir une décision politique masculiniste à ce moment-là, qui est très documentée, qui est très très claire. Je vous encourage à aller vers les travaux de l'historienne et linguiste Eliane Viennot, qui a écrit énormément de livres sur le sujet, et donc et qui nous, en fait, en partant d'archives, d'un vrai travail historique sur la littérature, explique en fait cette histoire de la masculinisation de la langue, qui souvent, quand on parle à l'écriture en parlure inclusive ou carrément comme moi, parce que moi, je fais encore une autre proposition, parce que moi, j'ai aussi une dimension artistique. Donc, quelque part, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Et une peintresse choisit ses couleurs, et moi, je choisis mon vocabulaire. Une chefesse en cuisine choisit ses saveurs, et moi, je choisis ma grammaire. Donc, quelque part, quand on est autrice, quand on est artiste, on a aussi cette latitude. Et donc, je fais exprès de tout féminiser dans mes spectacles ou dans mes livres pour montrer, déjà élargir des horizons de création parce que c'est belle et que c'est intéressante. Et d'autre part, pour montrer à quel point d'habitude tout est masculinisé et que en fait, la langue structure la pensée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé que le masculin l'emportait, avec comme seule justification unique que le masculin est le genre le plus noble. Rien d'autre. Basta. Et donc, on va avoir, avec cette justification-là, ils vont réussir à rentrer dans la moindre de nos pensées. C'est-à-dire que le langage structure la pensée. Quand on pense avec des mots. Et donc, si on parle au masculin l'emporte, on pense au masculin l'emporte, et donc on agit dans l'intérêt des seuls hommes. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de résistance masculiniste sur ce sujet-là. Et donc, après, moi, voilà, je fais encore une autre proposition, mais je suis bilingue. Je parle à la fois en inclusive et à la fois à la féminine universelle. Ça dépend des moments. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont tout à fait inexactes. Tout à fait exact. Ouais, je vois très bien. Étayé, exact. Ouais, j'ai compris que ça a l'air d'être porté sur la nuance. Alors, ce qui s'est passé en fait avec l'Académie... Je sens que la nuance va pas être terrible en face non plus. Mais moi, c'est des faits. Là, j'ai même pas donné mon avis encore. D'accord, très bien. Donc, en fait, ce discours-là, il tend à donner une importance et une autorité à l'Académie française et aux grammairiens et aux remarqueurs de l'époque qui n'ont en fait pas eu. Donc déjà, l'Académie française, en fait, donc elle est fondée en 1634, et il lui faudra beaucoup de temps pour produire une véritable grammaire, parce qu'effectivement, c'était l'enjeu principal. Sur le caractère élitiste de l'entreprise, tu as tout à fait raison. Par contre, sur le fait qu'ils auraient eu le pouvoir de changer la langue et de changer la manière dont on pratiquait la langue, déjà la langue, ça veut rien dire à l'époque, il n'y a pas le français. Il y a le français de la ville, c'est-à-dire le français de Paris, il y a le français de la cour, et ensuite il y a tous les parlers régionaux, qui existait dans le royaume. Et donc, en fait, déjà parler de la langue française, ça veut rien dire, et d'où, effectivement, le caractère élitiste, c'est-à-dire les personnes qui se chargent
de produire des discours sur la langue sont effectivement des personnes d'un certain rang et qui s'adressent à des personnes d'un certain rang. Des hommes. C'est tout à fait, sont des hommes nobles. C'est pas des personnes, c'est des hommes. Il y a pas, alors je peux rebondir là-dessus. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu une importance tout à fait grande en fait dans le rôle qu'elles ont joué en fait dans le discours porté sur la langue et notamment sur l'usage. Parce qu'en fait, la notion d'usage à l'époque était beaucoup plus importante que ce qu'on entend nous aujourd'hui par grammaire au sens normatif et prescriptif du terme. Et des gens comme Vaugelas, qui est souvent cité notamment par Aliane Viennot, mais le père Bouhour, c'est la même chose. Ce qu'ils regardent en fait, c'est l'usage. Et donc ils consignent des manières de parler qu'ils entendent dans leur entourage, dans leur vie quotidienne, et ils se permettent parfois de donner effectivement leur avis sur ce qui relèverait du bon usage et du mauvais usage, sur ce qui est élégant ou sur ce qui ne l'est pas. Et dans ce paradigme-là, la parole des femmes, et notamment des femmes de salon, avait une très très grande importance. Et y compris Vaugelas, y compris Bouhour citent des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont pris part activement à des débats sur la langue. Par exemple, Marie de Gournay, qui avait fréquenté Montaigne, et puis qui avait contribué en fait à la diffusion de la pensée de Montaigne. Elle s'était souvent exprimée en fait justement sur ces questions-là. Donc déjà de dire que les femmes n'ont pas eu voix au chapitre sur ces questions, ça n'est pas vrai. Encore une fois, effectivement, les femmes d'un certain milieu, d'un certain rang social, ça c'est tout à fait juste. Elles ont eu beaucoup moins voix au chapitre. Déjà, l'Académie française a ouvert ses portes aux femmes extrêmement tardivement. Et puis oui, elles ont eu voix au chapitre. Madame de Sévigné, par exemple, écrit noir sur blanc qu'elle ne dira jamais malade, je le suis, parce qu'elle aurait l'impression d'avoir du poil au menton, et qu'elle dira malade, je la suis. Il a bien expliqué pourquoi c'était faux. Parce que quand on dit je la suis... Alors, Vaugelas lui a expliqué ce qu'il voulait. Madame de Sévigné est libre de penser, et non, elle écrivait malade ou heureuse, je la suis. Elle est libre comme tu l'es de faire des fautes de français si ça te fait plaisir. Moi je parle en française. Voilà, justement, on parle pas la même langue, mais en fait, donc, on se comprend. Bon, de toute façon, cet exemple, peu importe, si vous voulez, j'y reviendrai après. Sur la question qui est un peu, en fait, qui est centrale de l'accord de proximité, parce que effectivement, c'est un peu un des nœuds de la discorde aujourd'hui dans le débat sur l'écriture inclusive. L'accord de proximité, il n'a pas du tout été interdit au XVIIe ni au XVIIIe siècle. Il a continué de se pratiquer jusqu'au XIXe siècle. Oui, bien sûr. Même il a continué à se pratiquer parce qu'il est logique jusqu'au moment de l'école. Si je peux juste finir mes phrases. Tout à fait. Donc le fait que des grammairiens et des remarqueurs, donc déjà le nom même de remarqueur dit bien le statut de leur discours. C'est pas un discours qui est prescriptif. Vaugelas lui-même, à la fin de ses remarques sur la langue française, il estime que ces remarques n'auront plus de pertinence dans 20 ou 30 ans. Pourquoi ? Parce que c'est l'usage qui prime, c'est l'usage qui prévaut, et donc ce que je dis aujourd'hui n'a de valeur qu'aujourd'hui, il n'en aura peut-être plus dans 20, dans 30 ans, dans 40 ans. Donc il n'avait pas du tout l'ambition ni la prétention de choisir d'une bonne fois pour toutes comment les Français allaient parler pour les siècles à venir. Et il se trouve que l'accord de proximité a été pratiqué et a continué d'être pratiqué par la suite. Le fondement de Quand est-ce qu'il a été interdit ? Il n'a jamais été interdit. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la démocratisation de l'école et de l'enseignement au XIXe siècle, et notamment... C'était une arme de propagande hyper efficace. Non, c'est pas ça le problème. C'est que quand vous devez apprendre le français à des enfants, et que vous devez leur apprendre des règles le plus stable et le plus simple possible, l'accord de proximité, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'on n'accordait pas, comme tu l'as sous-entendu, librement, en fait, avec simplement le genre du dernier substantif utilisé. Il y avait des critères qui venaient se surajouter. Il y avait un critère qui était celui de la synonymie, c'est-à-dire qu'il fallait que les termes concernés par l'accord de l'adjectif soient sémantiquement synonymes, ou du moins similaires, et un autre critère qui était celui de la gradation, c'est-à-dire que quand vous aviez une gradation de termes qui semblait monter en intensité du point de vue de leur sens, ça justifiait aussi l'accord de proximité. Mais il n'était pas pratiqué par les lettrés, par les écrivains, avec une espèce de latitude totale. Et donc c'était une règle qui était beaucoup trop complexe, pour le cadre d'un enseignement républicain, démocratique, et qui devait être le plus efficace et le plus simple possible. Mais de nouveau, ce qui compte, c'est surtout que en fait, ces grammairiens et ces remarqueurs n'ont pas du tout aboli l'accord de proximité, quand bien même ils aient pu y être défavorables. Et encore, Vaugelas préconise l'accord de proximité, donc je ne sais même pas exactement qui, concrètement, s'y est opposé frontalement. Et surtout, en fait, la raison pour laquelle l'accord de proximité était favorisé par certains penseurs de l'époque, c'était un critère qui était esthétique, et uniquement esthétique. Il s'agissait de ne pas blesser l'oreille, comme il disait. Oui, donc subjectif et inopérant. Non, mais du coup, c'était pas du tout... c'est-à-dire que c'était pas... L'accord de proximité tel qu'il était pratiqué à ce moment-là, c'était pas du tout un ancêtre de l'écriture inclusive. C'était pas... Ça ne partait pas des mêmes bases c'était un usage idéologiques. plus égalitaire, voilà.
Plus égalitaire, mais tu penses, tu penses que les gens du peuple parlaient en écriture en faisant l'accord de proximité? Mais les gens du peuple ou les gens pas du peuple, les personnes qui parlaient la langue française, le masculin ne l'emportait pas, basta. Et puis quand bien même le masculin l'aurait toujours emporté, parce que c'est une règle injuste, quand bien même... Non mais en plus, ça n'est pas le cas, le masculin ne l'a pas toujours emporté. Mais est-ce que je peux finir ma phrase par contre? Quand bien même le masculin l'aurait toujours emporté, quand une règle est injuste, on n'est pas tenu de la respecter. Par conséquent, je ne respecterai pas une règle injuste et le masculin ne l'emportera plus. Mais tu juste répondre à ça. Réponds à ça et après je veux qu'on aille sur aujourd'hui. C'est très intéressant, mais je veux qu'on aille sur aujourd'hui aussi. Vas-y. Cette règle, en fait, n'a pratiquement jamais été formulée de la sorte. Vous avez André Charvel qui a écrit un article récemment dans un ouvrage collectif qui s'appelle Le masculin et le féminin dans la langue, je crois, qui a été dirigé par Gilles Suffy et Daniel Manès. Et en fait, il explique qu'il a épluché une quantité faramineuse de manuels de grammaire modernes, contemporains et plus anciens. Et je crois qu'il a trouvé deux occurrences de la règle énoncée de la sorte. Donc moi je suis tout à fait d'accord et conscient que énoncée de la sorte, c'est une règle qui peut être choquante, parce qu'elle donne l'impression que la préséance du masculin se calquerait sur une espèce de préséance sociale de l'homme sur la femme. Et donc comprise comme ça, la règle, je suis tout à fait d'accord, elle a quelque chose de choquant. Les académiciens ont bien dit que c'était le masculin qui l'emportait parce que le masculin était le genre le plus noble. Ça c'est dans les archives. Mais de même qu'il disait que la première personne était plus noble vis-à-vis des autres personnes, que l'indicatif était plus noble vis-à-vis des autres modes. Ah mais je m'en fous du reste, c'est insupportable, c'est intolérable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrit dans une manière de penser la langue qui était peut-être une manière métaphorique, qui par ailleurs trahissait effectivement... C'est du sexisme métaphorique, donc faut arrêter. Qu'il y a du sexisme. On est d'accord qu'il y a du sexisme. Ah bah un petit peu, mais ça, c'était leur manière, à certains, d'exprimer une réalité linguistique dont le fondement linguistique et cognitif n'a absolument rien à voir sur une forme de domination de l'homme sur la femme. Je pourrais y revenir après si vous voulez, mais en fait, c'est le processus de neutralisation, en français, qui explique qu'on accorde au masculin, qui est une forme grammaticale et qui, en l'occurrence, fonctionne comme neutre. J'aimerais qu'on aille sur aujourd'hui, c'était vraiment passionnant. Quasiment la majorité des choses que je ne savais pas. D'ailleurs, je pense pareil pour les gens qui vont nous regarder. Mais j'aimerais qu'on aille sur aujourd'hui du coup, parce qu'il y a eu deux choses qui m'ont beaucoup interpellé, que j'ai trouvé très intéressantes. Il y a eu cette question, comme tu dis, Tiffaine, de le masculin l'emporte sur le féminin, qui est dit comme ça un ancrage très violent pour les femmes. Parce que ça peut transiter de la langue à la réalité, ou en tout cas transcrire de la réalité à la langue. Et la deuxième chose que j'aimerais revenir, mais on y reviendra peut-être après, c'est sur la question de l'utilisation, de l'évolution de la langue, où en mode, au bout de 20-30 ans, la langue aura changé. J'aimerais d'abord qu'on arrive sur ce point-là. La question du sexisme dans la langue, que l'écriture inclusive, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, tente de résoudre. Mais d'abord, là-dessus, est-ce que c'est ça le but de l'écriture inclusive, et est-ce que ça fonctionne ? Alors, il y a différentes choses. C'est pour ça que moi, j'ai été plus loin que l'écriture inclusive et que j'ai créé cette langue exclusivement féminine, exclusivement pour les femmes, exclusive des agresseurs, des oppresseurs, etc. Parce qu'encore une fois, en tant qu'artiste, j'en ai le droit. Mais c'est parce que je pense que dans un premier temps, ce dont on a besoin, finalement, pour moi, l'écriture inclusive, c'est un moindre mal. C'est-à-dire que, effectivement, ça permet simplement, d'ailleurs... C'est pas très nouvelle, hein, l'écriture inclusive. Je vous signale quand même que quand le général de Gaulle dit française, il est en train de faire de l'écriture inclusive, hein, il est en train de faire de la double flexion. Donc le fait de doubler les mots pour inclure aussi les femmes. Donc, Macron, le toutes et tous. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Oui, enfin justement, il dit beaucoup nous tous. L'autre, ça d'ailleurs, Macron, il a... Bon, mais en tout cas, à nous toutes d'ailleurs. Voilà, c'était quand même un crachat dans la face des femmes quand même, c'était sympa. Donc oui, en effet, c'est pas une chose nouvelle. Et puis ça se croise avec plein d'autres questions. C'est-à-dire que souvent on caricature l'écriture ou la parlure inclusive en faisant croire que ça va être terrible pour les personnes dyslexiques ou dysorthographiques ou je sais pas quoi. Moi-même je suis dysorthographique. Non, moi ce qui me dérange, c'est quand ça n'a aucune logique du point de vue des valeurs de chaque individu qui sont égales et égaux. Ça c'est compliqué.
mais l'orthographe élitiste de merde que je veux abolir, c'est assez compliqué. En revanche, non, le point médian, déjà, c'est pas compliqué. Et puis en plus, le point médian, ça n'est qu'une proposition facultative et à l'écrite pour gagner du temps. Donc on peut dire les Français, point médian, ES, on peut l'écrire, mais ça se dit pas déjà. Donc à l'oral, on va dire les Françaises et les Français. Et on a aussi plein d'autres possibilités. On peut utiliser l'épicène en disant la population française ou le peuple français, et ça marche aussi très bien. Et les parenthèses, comme il y avait il y a une quinzaine d'années. On met pas les femmes entre parenthèses, okay, c'est voilà, terminé. Je voulais juste être certain que c'était ça le... Voilà, et le point médian, c'est juste qu'il n'était pas utilisé, alors que en français en tout cas, alors que les parenthèses, les tirets, etc. l'étaient, et puis encore une fois, les parenthèses posent carrément problème. Okay. Donc, c'est vraiment pas que le point médian, ça va aller effectivement à remettre l'accord de proximité, l'accord de choix, l'accord de majorité, qui est démocratique, c'est quand même mathématique, c'est intéressant l'accord de majorité, n'est-ce pas ? Et puis, on va aussi rajouter des mots qui nous ont été confisqués de manière extrêmement consciente et politique et masculiniste, des mots qui nous ont été confisqués par les différents mecs qui ont décidé de ce qu'on mettait dans le dico. Donc par exemple, le mot autrice, qui a existé en même temps que auteur. On a une actrice, un acteur, on a une autrice, un auteur, enfin je veux dire... simple et logique, et ben ça, ce mot-là, ils vont le retirer, et ça, c'est le travail d'Aurore Evin, qui est donc à la fois une chercheuse, une autrice, une metteuse en scène, une comédienne qui a aussi plein de casquettes, et qui, elle, nous a rendu ce mot-là d'autrice. Elle faisait des recherches sur l'apparition du mot actrice au XVIIe siècle, puisque pendant très longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de monter sur scène. Faut imaginer tout Shakespeare joué que par des hommes. Et donc, l'apparition de l'autorisation des femmes de monter sur scène, et l'apparition du mot actrice. Et elle se rend compte que donc elle regarde là-dedans dans les registres de l'Académie française, dans les archives, de la Comédie Française, pardon. Et là, elle trouve des pièces qui sont rémunérées à compte d'autrice. Et en fait, elle se rend compte que ce mot d'autrice va disparaître au moment où actrice arrive et qu'il y a des vrais échanges entre gars de l'époque pour dire... On veut bien qu'elles soient des muses, mais pas des créatrices. Et donc, OK pour actrice du moment que autrice disparaît. Et donc, ça, c'est un des exemples, mais ça va être pareil pour peintresse. Le langage, en fait, permet selon toi, de permettre de cloisonner. C'est ça le sujet. En fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout fait ça, par exemple, pour coiffeuse, coiffeur. Ça dérange personne. Par contre, d'un coup, professeuse, professeur, professeuse, commun. Alors, professeuse, c'est pareil, ça existait autant que professeur. Mais en fait, le fait de faire disparaître un mot, c'est faire disparaître l'idée et les possibles qu'il portait. Et donc, si vous faites disparaître les mots autrice, comme par hasard, c'est que pour des choses un petit peu chouettes, enfin en tout cas où les hommes pensaient que ça avait plus de valeur. Donc ça va être que pour des hautes fonctions, des métiers que eux ils auraient aimé exercer, ou en tout cas eux ils y voient de la valeur. Donc autant directrice d'école ça choque personne, mais directrice du CAC 40 ça va plus, donc faut dire madame le directeur. Donc c'est vraiment, là on voit que c'est un enjeu de pouvoir, la boulangère, personne ne l'a jamais disputée. Donc là on est sur vraiment cette chose-là de... Si le mot n'existe pas, la petite fille ne peut pas se rêver autrice, et même si elle devient autrice, n'ayant pas ce mot-là, elle va sentir qu'elle est en territoire d'illégitimité, puisqu'il n'y a que auteur qui existe. Alors, l'Académie française va tolérer un moment auteur-reux et va accepter ce néologisme qui n'a aucune justification linguistique, c'est tout pourri, juste parce que, en fait, on ne va pas nous entendre à l'oral, du coup, ils préfèrent. Donc ça s'appelle une arnaque. Et donc, voilà, en Italie, où il n'y a pas eu exactement les mêmes batailles, on a toujours autrice, et ça pose aucun problème, Donc, c'est pour ça qu'on est de plus en plus à reprendre le mot autrice grâce à Aurore Evin qui nous a aussi rendu le mot matrimoine. Et de là, on s'est rendu compte qu'en fait, l'ensemble des métiers et des professions qui existaient à l'époque avaient leur équivalent à l'époque. Et encore une fois, même si ça n'avait pas été le cas, ces formes-là féminines, on les aurait inventées. Parce qu'en fait, quand une règle est injuste, encore une fois, on n'est pas tenu de la respecter. Même si ça a toujours été un monde de merde, le but, c'est de le changer pour que ce soit mieux. Donc, en fait, pour moi, l'écriture inclusive, c'est juste un moindre mal pour faire exister les femmes dans la langue, et donc les faire exister dans nos pensées, et donc les faire exister dans les actions, qu'enfin, on puisse... parce qu'on existe dans les pensées des gens, avoir accès à une empathie qui est absolument liée avec le fait qu'on subisse des violences. Si vous avez de l'empathie pour une personne, vous ne pouvez pas la violer. C'est impossible. Donc, par conséquent, le fait que les femmes existent, surexistent, en fine, alors qu'elles l'auraient... C'est pour ça que moi, j'ai été jusqu'à la féminine universelle. J'ai envie de les faire exister à la maximum. Là, on va entendre à quel point on est incontournable, on est des vraies personnes humaines, et donc, en fait, ça fait partie du continuum des violences. Sans cette propagande misogyne de base qu'on trouve dans la langue, qu'on trouve dans
ce qu'on appelle des blagues sexistes, qui sont en fait des humiliations misogynes, qui ont l'air comme ça sibyllines ou pas trop graves, etc., sans cette propagande qui raconte que les femmes ne sont pas des personnes au même titre que les hommes, ne méritent pas la même considération, la même empathie. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir les violences sexuelles et tout au bout de la chaîne, les féminicides. C'est impossible en fait. Si les femmes sont des personnes humaines qui méritent empathie, on ne les viole pas comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire massivement et de manière massivement impunie. Sur la question de l'existence des femmes dans la langue, moi je comprends pas comment toi et puis les tenants d'écriture inclusive peuvent vraiment penser que exister dans la langue, c'est exister dans la forme de la langue en tant qu'elle est un système abstrait. C'est-à-dire que les femmes, elles existent dans la langue quand elles prennent la parole, et elles existent dans la langue quand on parle d'elles, exactement comme les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre la grammaire, entre le masculin et le féminin comme catégorie grammaticale, et le sexe biologique ou les personnes physiques du monde extérieur. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. En fait, ta thèse, et puis celle des tenants d'écriture inclusive, c'est que la langue détermine la pensée. La langue structure la pensée. Voilà, la langue structure la pensée. Ça, c'est une vieille thèse déterministe. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Non, il y a énormément d'études qui prouvent ça pourtant. Pas tel qu'elle l'expose. Je pense que le discours influence la pensée, que l'usage qu'on fait de la langue influence la pensée et nourrit la pensée et exprime la pensée. Mais la langue, encore une fois, quand on parle de la langue, on parle d'un système abstrait qui d'une certaine manière n'existe pas parce qu'il n'est qu'une virtualité, une potentialité. Ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est utiliser un système qui est là, qui existe de manière abstraite, mais qui en tant que tel ne dit rien. Alors, la langue comme système ne dit absolument rien. Ah, si. Et je pense pas. C'est parce que vous n'étiez pas une petite fille qui pensiez que vous pouviez pas être autrice ou gouverneuse ou enfin voilà, mais en fait ça c'est extraordinairement concrète en fait. Ouais, en fait c'est une théorie qui remonte en tout cas, que généralement on fait remonter à la théorie Sapir-Whorf, cette théorie du déterminisme linguistique, qui est censée montrer que si vous avez plus de mots pour décrire la neige, vous avez une autre expérience de la neige, des choses comme ça. Sauf qu'il suffit de regarder en fait la différence ou l'absence de différence justement de structure sociale entre des langues qui sont structurellement en tant que système très différentes, par exemple le français et l'anglais. L'anglais c'est une langue qui est très très peu genrée, elle est pratiquement pas genrée à part pour les accords à la troisième personne. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué que ça, mais il se trouve quand même que c'est une langue qui est très peu genrée en tout cas. Pourtant, les pays anglo-saxons, pour la plupart, ne présentent pas une constitution sociale et politique complètement différente de la nôtre. Si je dis « it rains » ou si je dis « il pleut », j'exprime la même pensée, même si elle se fait par une autre langue. C'est pas parce que je dis « il pleut ». Du coup, « elle pleut », ça vous dérangera pas ? C'est bon, si, alors on peut entendre, elle pleut, voilà, terminé. Ça change rien. Donc c'est parfait. On peut faire ce qu'on veut avec nos cheveux, du coup. Vous pouvez pas inventer c'est pas à vous de décider. Si. C'est nous qui décidons comment on parle. Il y a vraiment une méprise. Si. Il y a vraiment une méprise totale. En fait, vous voulez nous faire taire. Vous confondez votre pratique d'artiste et d'auteur. Et d'autrice. Ah non, mais c'est moi qui décide là quand même. Non, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est normal, c'est mon métier. Oui, d'accord. J'ai pas de testicules, je suis une autrice, voilà. D'accord, c'est très bien. Dans mon auteur, il y avait un E, mais que vous n'avez pas. Ah non, mais justement, on l'entend pas, et encore une fois, ça n'a aucune légitimité. Le mot autrice est le mot normal et légitime en termes de linguistique. D'accord, très bien. Alors, donc vous êtes une autrice, vous écrivez, et dans le cadre de votre pratique d'artiste et d'autrice, ce que vous faites avec votre féminine universelle, c'est très bien, il y a beaucoup d'inventivité. Je dois dire que je suis assez admiratif de votre capacité à maintenir comme ça cette seconde langue. Mais par contre, vous n'avez pas à décider de comment la langue fonctionne dans son ensemble, parce que la langue ne vous appartient pas, elle ne m'appartient pas non plus, elle appartient à personne. La langue, c'est un héritage. C'est la raison pour laquelle on a le droit de parler à la féminine universelle. C'est bonne. C'est pas bonne du tout, la langue ne vous appartient pas. Comme elle vous appartient pas, vous pouvez pas me dire que c'est pas bonne, faut être un peu logique. Non mais c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le cadre de votre pratique d'artiste, vous faites ce que vous voulez. Dans le cadre de ma vie également, ça. Maintenant on va parler comme ci, on va parler comme ça. C'est pas comme ça. Pourtant c'est ce que vous faites là. Non, je parle le français que... parce que vous me dites c'est pas bonne si je parle comme ça, mais moi dans ma vie je parle comme ça. Ah oui, d'accord, mais dans votre vie, effectivement, vous parlez comme vous voulez. Et donc, il y a de plus en plus de femmes qui s'en emparent et qui parlent à la fois en inclusive ou à la féminine universelle et tout se passe bien. Oui, de toute façon, c'est l'usage qui tranchera et je pense que vous n'avez aucune chance à la fois la féminine universelle et l'écriture inclusive. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est justement c'est la question d'après, justement, et je vais directement te poser la question à toi, Ralph. Tu as dit tout à l'heure, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, j'ai plus le nom de la personne en question, mais qui disait que toutes les règles que la personne essayait de construire
Oui. Ça n'allait de toute façon plus avoir lieu dans 20 ou 40 ans. Mais c'est pour ça, il faut plus parler de lui. Hein. Ça fait bien longtemps. Terminé, poubelle. C'est juste pour ramener la question. Je prends juste cet exemple, mais c'est deux exemples qui reviennent le plus souvent. C'est l'exemple de l'influence des langues, notamment anglo-saxonnes, donc le burger, le hot dog ou ce genre de choses. Encore plus avec la Startup Nation, où en fait là c'est carrément tout un langage et un monde entier qui est totalement anglo-saxon, plutôt que français en tout cas. Et les mots qui viennent plutôt de l'arabe et du Maghreb, avec notamment le mot somme, qui est aujourd'hui un mot totalement français et francisé, et qui exprimait quelque chose qu'aucun mot français n'exprimait vraiment. Le hasard aussi. Le hasard. Ça veut dire l'aider en arabe. Ah, je savais pas du tout. Ouais. Enfin, je savais pas du tout. Ma question très simple, est-ce que du coup, tout ce débat-là, je vais pas dire n'a aucun sens, mais est de toute façon en fait tranché par on va dire le chaos et le marché que sont les gens individuellement et qui régissent l'utilisation de la langue, en fait, l'usage. Mais de nouveau, là, tu parles du discours et du lexique, en fait. L'écriture inclusive, elle porte vraiment, à part pour la féminisation des noms de métiers avec laquelle j'ai absolument aucun problème, l'écriture inclusive, dans ses propositions les plus fortes, elle concerne vraiment la langue dans sa systématicité. C'est-à-dire qu'elle veut s'en prendre justement au masculin générique. Elle dénie à la forme masculine la capacité de fonctionner comme neutre et donc de fonctionner comme catégorie englobante et générique. Oui, D'où la pratique systématique des doublets. Mais la question de l'influence d'autres langues, comme par exemple de l'anglais... Je veux juste prendre cet exemple-là pour l'usage, en fait, notamment. Ouais. Pour l'exemple de l'usage. Est-ce que du coup, en fait, ces questions d'écriture inclusive vont être tranchées par l'usage, ou est-ce qu'il y a... Je sais pas, je prends l'exemple des universités, il y avait eu des questions autour de Sciences Po, est-ce que ça favoriserait ou pas l'écriture inclusive ? Très récemment, il y a l'université de Clermont qui a validé le fait qu'ils utiliseraient l'écriture inclusive en tant que communication officielle. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une autorité qui tranche Je pose la question. Franchement, c'est difficile de répondre. Je pense que les autorités... Enfin, je pense qu'effectivement, c'est encore une fois l'usage qui va décider si oui ou non les locuteurs ont envie de pratiquer l'écriture inclusive. Et les locutrices, évidemment. Donc les locuteurs masculins génériques qui incluent tout le monde. Oui, non, justement. Non, le masculin n'est que masculin. Mais c'est pas à vous non, de mais décider. c'est un fait. Le masculin. Non, c'est pas un fait. Si, c'est un fait. Alors, du coup, je vous encourage à aller voir, à les lire, En finir avec l'homme aussi d'Eliane Viennot. D'ailleurs, quel beau titre. Et donc, En finir avec l'homme, en fait, elle explique que le mot homme a toujours désigné les individus testiculés. Mais c'est faux, mais c'est complètement mais bien sûr faux. que si. Et quand ils font la déclaration, là, franchement, vous allez avoir du mal à dire le contraire. Quand ils font la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous sommes bien d'accord que les femmes ne sont pas comprises dedans. À ce moment-là, elles n'ont aucun droit. Elles ne vont pas tarder ensuite avec le code Napoléon à les perdre là, carrément, mais même pire que sous l'Ancien Régime. Du père ou du mari. Oui, voilà, elles sont mineures à vie. Et donc, là, on est vraiment sur quelque chose où c'est très, très clair. Et même quand ils écrivent liberté, égalité, là, les femmes pourraient se dire « Ah, on est dedans !» Surtout le mot égalité, ça nous intéresse. Et paf, fraternité. Fraternité, c'est très clair. Ça veut dire qu'ils sont tous frères, les sœurs, rien à faire, en arrière. Et donc, ils mettent le mot fraternité pour qu'on comprenne que, attention, le projet, il est pour l'égalité entre eux. Ça n'a rien à voir avec nous. Et donc, on va mettre d'ailleurs plus de 150 ans à obtenir des droits civils, qui sont en plus encore très relatifs. Hein. Là, ça fait juste une journée qu'on a une femme à la tête de l'Assemblée nationale, ça n'était jamais arrivé. Enfin, je veux dire, jamais eu de présidente de la République. Enfin, voilà. Et donc, on va avoir comme ça cet énorme mindfuck, en fait. C'est-à-dire qu'on va nous faire croire que le masculin peut être générique, mais pas du tout. C'est juste une façon de dire le masculin serait positif, les hommes, et puis aussi le neutre, et nous, on serait que le négatif sur le côté. Mais c'est une arnaque gigantesque. Ça voudrait dire que l'homme, donc le testiculaire, en fait, peut englober l'humanité. C'est comme si je vous disais, on va parler des droits de la femme, mais vous inquiétez pas, les mecs, c'est femme avec une grande F majuscule. Donc, on rehausse un mot qui nous désigne pour vous faire croire qu'on parle aussi de vous. Bullshit. Donc, non, évidemment, homme, ça veut dire homme. Et d'ailleurs, dans l'ensemble des textes juridiques, parce que ceux-là ont besoin d'être clairs, il y a personnes humaines, il y a être humain, mais non. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au Québec, on parle des droits des personnes humaines et qu'on est les derniers glandouilles, les masculinistes françaises sont les derniers glandouilles à parler de droits de l'homme, et c'est terminé cette histoire. Ouais, c'est complètement faux, l'étymologie non, de homme, vrai. c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc ça vient effectivement du latin homo, qui dès l'origine a désigné à la fois l'homme, le mâle et l'humanité. Oui, parce qu'après, il y avait Vire et Moulière. Ok, mais sauf qu'au moment où ils font la déclaration des droits de l'homme, c'est testiculaire, on est d'accord ? Pardon ? La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on est sur du testiculaire.
Ouais, j'emploierais pas forcément le même terme, mais Oui, c'est ça. On peut dire quelque chose comme Donc ça. ça veut dire ça. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une occurrence utilisée d'une certaine manière que ça change Bah, la réalité cette occurrence, historique du coup, terme. Donc, faudrait la changer. Donc j'aimerais juste réexpliquer quand même un peu l'histoire du mot homme et Vas-y, pourquoi le mot homme aujourd'hui continue de désigner à la fois l'individu de sexe masculin et l'humanité, et donc pourquoi il peut englober effectivement les hommes, les femmes et tout le monde d'ailleurs, hein, parce que toutes les personnes, peu importe leur genre. Au Moyen-Âge même, le mot homme, enfin les dérivés du mot homme, qui avaient plusieurs formes, voulaient presque exclusivement dire l'humanité. Parce que pour désigner la personne de sexe masculin, ils avaient un autre mot, qui était effectivement le mot vir, qui venait de virilis latin. Et le homo latin, il vient d'un radical indo-européen qui est Guillaume, G-H-Y-O-M, et qui voulait dire la terre. La terre au sens de la matière et la terre au sens de la terre sur laquelle on vit. Et donc l'idée, ce qui s'est passé entre ce radical indo-européen et le latin, c'est pourquoi est-ce que homme veut dire l'être humain ? Parce qu'il désigne celui qui habite la terre. C'est pour ça que la même racine a donné humus. Et humus, c'est quoi ? C'est la terre, la matière en latin. Donc les deux partagent la même racine, et c'est ça l'histoire du mot. Donc le sème mâle dans le mot homme, historiquement en fait, il est même moins présent que le sème générique, le sème général, être humain. Pour ce qui est de la patrie, vous avez parlé tout à l'heure de la fratrie, puis avant vous avez dit on nous a rendu le mot matrimoine, sous-entendant que le mot patrie... La différence de fraternité, c'est sororité, c'est pas matrie. Même matrie, pardon, c'est fraternité, encore, voilà. Mais vous avez parlé tout à l'heure de matrimoine. Mhm. Donc, par opposition au patrimoine que vous devez considérer, j'imagine, comme un terme injuste, inique. Bah, patrimoine, et ça hautement désigne patriarcal. l'héritage culturel qui vient des hommes. Voilà. Matrimoine, Historiquement, c'est ça vient l'héritage de culturel qui vient des ça vient de femmes. pater latin. Mais on a complètement perdu ça. Ah bah c'est marrant parce que pour homme, vous dites pas qu'on a complètement perdu, que ça veut dire l'humanité, voire la personne qui habite la Terre. Bah non, parce que Mais c'est un alors là, continuum. par contre, en revanche, on va se souvenir. Non mais Oui, c'est l'usage. Vous voyez bien Mais que parce qu'on fait mais est-ce que vous- c'est deux poids deux mesures là quand Non, c'est même. pas du tout, c'est juste Ah, que vous bah êtes de si. mauvaise foi. Est-ce qu'on vous a déjà appris C'est moi qui suis de mauvaise foi. Bah oui. Mais c'est grotesque. Vous dites que homme, parce que ça voulait dire personne qui habite la Terre. On va continuer à se faire croire que ça Parce que parle de c'est tout le l'usage, monde. parce que c'est l'usage, Alors que là, l'usage vous a me le entériné. faites sur pater. Oui, ça a voulu dire père avant, mais là on a oublié. Oui, parce Non, que dans l'usage, on n'emploie jamais le mot patrimoine en pensant ni au père, ni même à la Bien masculinité. sûr que si. Ah non, mais ça, c'est vous, c'est Nous vos sommes fantasmes. très- Ça, c'est vos fantasmes. Non, c'est pas des Le fantasmes. patrimoine, qu'est-ce qu'on entend par Mais patrimoine On non, entend j'aimerais les bien désignés avec vivre dans des affiliations. fantasmes, mais je vis dans une réalité Mais non, et nous mais- sommes très nombreuses. En fait, sur le patrimoine, pour prendre cet exemple-là, je pose la question, est-ce que l'affiliation au père serait pas liée au fait que le patrimoine se transmettait du père à l'aîné ? Absolument. Historiquement, c'était ça. Oui, voilà. Ça, tout à fait. Parce que c'était un Sauf droit que masculiniste aujourd'hui- immonde. Ouais, tout à Aujourd'hui, fait. tel que on apprend la langue, quand on apprend l'usage du mot patrimoine, donc on l'apprend en observant les autres utiliser le terme, on l'apprend dans le sens qu'il a aujourd'hui de legs, de filiation, de patrimoine. C'est Justement. pour ça qu'on Oui, peut aujourd'hui, l'employer. c'est un thème, Dans c'est un les terme bâtiments culturel et juridiques, financier, C'est pour ça quoi. qu'on peut parler de patrimoine culturel, de patrimoine Dans les littéraire, documents de notariés, quand on hérite de sa mère, on a toujours hérité d'un matrimoine parce que les textes juridiques ont besoin d'être précis. Donc on hérite Ok. pas d'un Ça, c'est un patrimoine autre quand ça usage, vient de c'est la un mère. autre usage dans Eh un ben contexte non, qui veut c'est dire autre l'héritage chose, qui veut culturel dire- des femmes ou l'héritage tout court des Mais il a un femmes. sens Donc spécifique, c'est pas le sens général de patrimoine. matrimoine, désormais, a toujours voulu dire l'héritage des femmes. Est-ce que vous voyez une étoffe de laine quand vous employez le mot bureau? Mais quel rapport? Je vois pas non plus un petit tas de terre quand je vous regarde. Non mais vous avez Je pas vois compris ma pas un question. gros tas d'houmous quand je vous regarde. Non, mais Je est-ce vois que pas un type. Oui, Mais en vous fait, avez vous raison, prenez- ça a évolué, ouais. Ouais, mais en fait, vous Ah, prenez, voilà. donc vous prenez Ma les étymologies matrimoine quand évolue. vous prenez les étymologies quand elles vous arrangent et vous dites que c'est réactivé. Faites ça. Non mais vous avez vu quand même le truc de super mauvaise foi. Homme, ça veut dire machin ou mousse, donc on va garder pour Mais parce l'humanité. que dans l'usage, alors c'est que l'usage qu'on en patrimoine, a ça fait, veut mais plus vous dur. comprenez pas la différence. C'est Mais l'usage qu'on en a fait. justement, Personne ne cet fait un usage usage- patriarcal du Cet patrimoine. usage de la testicule englobe l'humanité, c'est terminé. C'est tout. Personne ne fait cet usage de patrimoine. Si, de C'est un homme. fantasme. Patrimoine et homme, si, bien sûr. Le masculin n'est que le masculin. Il n'a pas la capacité d'être neutre. Les mots qui désignent les hommes aujourd'hui dans l'usage n'ont pas la capacité de parler des femmes. Et la raison pour laquelle on subit autant de violence, c'est bien qu'il y a une propagande qui fait qu'on n'existe pas dans nos Ah ouais, propres d'accord. pensées. D'accord. Donc, en fait, juste pour éviter de continuer à avoir une société qui est à la fois inégalitaire et violente, on va travailler féminine aussi universelle. là-dessus. Bah oui, par exemple. Ouais. Mais justement, sur ces questions de ne pas réussir à penser le monde parce qu'on n'a pas les mots, ou à penser les métiers, ou les rêves, ou les aspirations parce qu'on n'a pas les mots, à quel point, en fait, ça conditionne le futur, en fait, de nos perspectives, en fait, de nos pensées,
alors même que Ralph l'avait dit, mais un peu, mais je pose vraiment la question de manière plus englobante. Est-ce que du coup, parce que les Chinois écrivent en mandarin, parce que les Russes sont en cyrillique, parce que les Européens et les Américains, les langues plutôt d'origine européenne... Il y a aussi des femmes sur la Terre, mais... Des êtres humains européens. Des êtres humaines. Oui. Ah, des êtres humaines. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais tant que les femmes sont opprimées, on met tout à la féminine, c'est beaucoup Ouais, mieux. ouais. Quitte à choisir, la féminine l'emporte, foufou. Ne vous inquiétez pas, on veut aussi dire l'humanité. Non mais, mais est-ce que ces aspirations-là, en fait, sont réellement régies par la pensée? C'est vraiment une question tout à fait ouverte. Bah, évidemment que quand vous subissez une propagande qui vous raconte en permanence que vous êtes quantité négligeable, oui, évidemment, ça vous impacte. Faut vraiment être un homme pour poser la question, pardon, mais c'est d'une violence inouïe. Hein. Le moment, moi, où quand je fais mes spectacles, à la fin, souvent des personnes viennent me voir, des femmes, mais aussi des hommes parfois, pour me dire que... elles aussi se souviennent de cet instant précis où à l'école primaire on leur a appris cette règle de grammaire unique avec ces mots-là en français, donc jamais en française, vous aurez remarqué, le masculin l'emporte sur le féminin et c'est comme un trauma en fait. Certes, c'est pas les pires traumas, mais c'est quand même un trauma. C'est-à-dire, je me souviens où j'étais dans la classe, les vêtements de l'instit. Enfin, je me souviens qu'il y a des garçons qui ont rigolé, c'était pas nos préférés. Je me souviens de cette défaite en fait qu'on endurait. Moi, je me suis sentie trahie par cette langue que je pensais ma meilleure amie, parce que moi, souvent, on me dit, mais regardez, vous faites du mal à la langue française. Non, mais c'est la contraire. C'est justement parce que je l'aime que je travaille avec. Je l'aime pas en tant que française, pour le coup, voilà. Il n'y a pas de pensée patriote, à la limite une pensée matriote, mais en tout cas, c'est juste que, on m'enlevait. Par exemple, quand j'ai voulu écrire Compte à rebours, donc c'est sur les contes de fées, et je les retravaille de manière féministe. Et il y avait cette première phrase qui débute les contes. Il était une fois. Et déjà, c'est une fois qu'elle était, donc c'est illogique. Donc déjà, et puis en plus de ça, je me suis dit, mais qui est ce mec qui compte parader en tête de mes contes et qui prétend en plus être neutre, mais le mindfuck géant, je veux dire... Faut vraiment le faire exprès pour pas avoir l'arnaque. Et donc j'ai écrit Elle était une fois, et en fait c'était ça le début. Et après j'ai tiré les fils, et en fait il y a énormément de choses qui viennent. Et puis après, carrément j'ai eu envie même de féminiser les adverbes. D'ailleurs c'est assez... par ailleurs, je l'ai apprise après, mais assez légitime du point de vue aussi de l'histoire, puisque en fait, pendant très longtemps, on a prononcé les lettres à la fin des mots. Donc, par exemple, Madame de Sévigné aurait dit heureusement. Et puis, par ailleurs, mente, ça veut dire à la manière de, c'est une forme féminine. Donc, en plus, c'est même pas dérangeante. Mais voilà, et en fait, ça a un effet extrêmement concret. Là, depuis tout à l'heure, un monsieur nous explique que c'est très abstrait, etc. Non, c'est extrêmement concret. C'est-à-dire que quand moi, je parle à la féminine universelle, que les femmes s'en emparent, que les femmes écoutent, je passe mon temps à avoir des retours de femmes qui soit me lisent, soit viennent me voir en salle, qui me disent, mais ça nous redresse, il y a quelque chose d'immense, en fait, il y a quelque chose qui libère. C'est la première fois que je me vois exister à l'oral ou à l'écrite dans un texte. C'est la première fois. Et en fait, au départ, on est surprise et puis très vite, on prend le pli. Et c'est aussi la plasticité cérébrale qu'on a. Quand je joue, parce que donc, j'ai des versions de mon spectacle pour les adultes et puis des versions pour les filles et les garçons, où je vais aussi dans les écoles, etc. Et ça pose, mais alors zéro problème. En 10 secondes, après le spectacle, les enfantes et les enfants, les filles et les garçons viennent me voir en disant c'était merveilleuse. Je veux dire, ça pose aucun souci. Je veux dire, c'est juste le fait d'ouvrir à l'autre moitié du monde aussi et d'arrêter de nous faire croire cette immense arnaque selon laquelle les hommes auraient la capacité de désigner l'humanité alors que les femmes non. C'est du bullshit. Et évidemment que c'est relié à la domination. On est quand même dans une société où il manque des centaines de millions de femmes sur la Terre qui ont été féminicidées. Je veux dire, c'est ça le contexte. Donc, quitte à choisir pour que ce soit plus simple, mettons les femmes en avant. Tiens, tentons le truc. Et puis le jour où les hommes seront violés massivement par des femmes de manière impunie, on en discute. Tu fais le lien direct justement avec ça? Ah bien sûr. Avec en fait c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a un continuum, le patriarcat est une grosse machine avec des rouages. Comment tu fais la chaîne que tu as faite tout à l'heure, et ça m'intéresse d'avoir l'avis de Ralph sur la question, comment tu fais cette chaîne justement de la langue jusqu'à des sanctions
pénal de meurtre ou de viol. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans une propagande qui raconte que les opprimés ne sont pas des personnes qui méritent la même empathie, vous ne pouvez pas avoir les violences les plus extrêmes. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle, dans tous les cas de génocide, celui des femmes pendant 400 ans, ce qu'on a appelé de manière très ésotérique la chasse aux sorcières, là, le génocide des femmes, mais aussi ça marche pour le génocide des Tutsis au Rwanda, ça marche pour évidemment le génocide des personnes juives, etc. Vous avez besoin d'avoir une propagande qui vous raconte que ça ne sont pas des personnes humaines, je suis aussi antispéciste, mais en tout cas que ce ne sont pas des personnes dignes d'empathie au même titre que les autres. Et donc vous avez la radio des 7 collines au Rwanda qui va raconter partout que les Tutsis sont des cafards pendant 7 ans pour que de l'autre côté, les Hutus, en tout cas une partie des Hutus, n'aient plus la même empathie. De la même manière, vous avez tout un vocabulaire antisémite qui va permettre dans les années 30 ensuite de pouvoir commettre le pire. Et c'est exactement la même chose pour les femmes. Et en fait, cette propagande, on la trouve à plein d'endroits. On va la trouver dans la langue, on va la trouver encore une fois dans ces blagues sexistes, on va la trouver dans l'omniprésence de la pornographie, on va la trouver dans plein d'endroits différents en fait. Et cette propagande va créer le fait que oui, on peut faire du mal aux femmes parce qu'en fait, si vous avez encore une fois, si vous avez de l'empathie pour une personne, vous ne pouvez pas la violer, c'est impossible. Le lien que Tiffaine fait justement sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une corrélation ? Je pense qu'en fait, elle a parlé de deux choses différentes. Elle a parlé à la fois du discours, ou même de certaines représentations comme la pornographie, qui peuvent servir comme propagande antiféministe ou favoriser les violences faites aux femmes, que ça puisse s'inscrire dans le discours, donc encore une fois, dans l'utilisation qu'on fait de la langue, oui, absolument, évidemment. C'est là que peuvent résider les discours haineux. Effectivement, c'est vous utilisez la langue pour dire certaines choses. Et donc là, chacun est responsable de ce qu'il dit et il peut porter certaines valeurs. Et le discours porte certaines valeurs. Par contre, je ne peux pas penser que vous pensiez sérieusement que le fait que le masculin puisse fonctionner comme neutre fait partie d'un rouage patriarcal visant à empêcher les hommes d'avoir de l'empathie pour les femmes. Évidemment. Évidemment, c'est pour vous, mais alors vraiment pas pour moi. Enfin, là, on tourne un petit peu en rond parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. De nouveau, c'est la distinction entre... Enfin, si vous acceptez pas cette distinction entre la langue et le discours... j'accepte la distinction. La langue et le discours nuisent aux femmes, en effet. Mais les catégories grammaticales, ça n'est pas l'homme et ça n'est pas la femme. C'est-à-dire vous, en fait... justement, puisque ce n'est pas l'homme et pas la femme, puisque ceci n'a pas d'importance, laissez faire les féministes. Non, mais c'est pas que ça n'a pas d'importance, ça a de l'importance parce que la langue, elle fonctionne d'une certaine manière pour certaines raisons. Mais pourquoi vous voulez la garder telle qu'elle est ? C'est une vraie question, ça. Pourquoi je veux pas, ça veut dire, tout dépend de ce que vous entendez par la garder telle qu'elle est. Pourquoi vous voulez nous empêcher de faire exister les femmes dans la langue, à l'oral, à l'écrite ? Mais je veux pas vous empêcher de faire exister les femmes Alors, dans la langue. Qu'est-ce que vous avez contre l'écriture ou la parole inclusive ? Pourquoi est-ce que vous vous accrochez ? Parce qu'elle est fondée sur une incompréhension de ce qu'est la langue. Et de la différence entre la langue et le discours. Oui, mais même si c'était une incompréhension... Imaginons, je pense que c'est pas du tout une incompréhension, mais imaginons que ce soit une incompréhension. Et alors, du coup, laissez-nous... à ce moment-là, puisque tout le monde comprend pas, visiblement, tout le monde voit qu'il y a un problème de domination masculine dans la langue, dans la structure. Donc, même si ça part, mettons, d'un quiproquo, laissez-nous faire, on change. Mais non, mais justement, en fait, vous continuez de dire laissez-nous faire, c'est à nous de décider, c'est à nous de voir. Encore une fois, c'est l'usage, c'est les usagers qui vont décider. Oui, et les usagères aussi, ouais, tout à fait. Vous voyez bien que quand vous dites les usagers, on voit que des mecs. Enfin, c'est ça le cerveau humain. Si par exemple je vous dis... Vous êtes la seule à pas comprendre. Hein. Quand je dis les usagers, vous êtes la seule ici probablement à penser que je parle que des hommes. Ah non. Non. Non, alors vous... Il y a plein d'études qui... Alors déjà, oui, on est nombreuses, mais il y a plein d'études qui prouvent que si vous dites les ouvriers ont fait des grandes grèves dans les années 20... tout le monde voit que des mecs. Or, mais vraiment, on a fait plein de tests, on a fait dessiner des enfants, etc. Et il y a plein d'études qui prouvent que si on met tout au masculin, les représentations mentales qu'on a, et là, par exemple, sur l'histoire, c'est quand même très importante, sont extrêmement présentes et qu'il va y avoir des enfantes et des enfants qui... du coup, ne se représente pas une seconde qu'elle puisse y avoir eu autant d'ouvrières dans les grandes manifestations du début du XXe siècle. Ah non, mais non. Ou alors elles sont tenues par des énormes masculinistes qui en plus vos études sont faites par des énormes féministes. Ça par contre c'est chouette parce que les féministes elles tuent personne, elles violent personne. Donc en fait ça c'est autorisé. Le masculinisme c'est pas autorisé, c'est la discrimination. D'accord. Ah oui, masculinisme et féminisme, ceci n'est pas symétrique.
voyez, D'accord, c'est d'accord. comme les personnes qui résistent pendant la guerre aux Allemands et les collègues, ceci n'est pas symétrique quand même. Il y a un truc légitime, puis il y a un truc immonde. Donc voilà, on est dans un système de domination. Donc celui qui prend le parti du bourreau n'est pas symétrique à celle qui prend le parti de l'opprimé. On est d'accord avec ça. Oui. Bon, bah voilà, donc il y a zéro Là, zéro le lien entre symétrie. ça et les catégories grammaticales, Bien il y a sûr quand même du que... chemin. Non mais féministe, ça devrait être la base en fait. Tout le monde devrait être Oui, féministe. D'accord. Mais bien évidemment. Mais je te remercie parce que tu... Féministe, c'est vouloir l'égalité, c'est vouloir l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations, quelles qu'elles soient. Qui va oser dire vous êtes contre ce projet? Non, je suis pas Moi, contre. je ne suis voilà. pas et je Ça pense passe pas que très peu le par, sont. par la langue et par la, par Ça la passe destruction de la langue. notamment par ça, et puis voilà, pense parce que que c'est bien les au usagers qui contraire, d'ailleurs, bien décident, au on va contraire. continuer à l'utiliser. Le débat, je pense, c'est plus sur les modalités et sur la manière dont ça s'inscrit dans les changements sociétaux. Mais sur la question que tu as amenée, que je trouve très pertinente, parce que c'était la dernière que j'avais vraiment pour ce débat, c'est ce que j'ai appelé les blocs politiques, qui s'agrègent souvent autour d'idées comme celle-là, où en fait, tu as dit tout à l'heure, et ça m'a fait tout de suite tilter, que tu étais antispéciste. Tout à fait. J'aimerais justement que tu nous expliques, et Ralph donnera son avis aussi, parce que j'ai la même question pour lui, mais quel est le lien, en fait, dans ces blocs d'idées? Parce que, à première vue, entre féminiser la langue, ou en tout cas neutraliser la langue, il n'y a rien à voir avec les animaux. Et donc, Oui, mais et moi pourtant, je suis une personne, Oui, mais justement. qui fait de... Par Mais exemple, bien j'aime sûr, lire, bien sûr. ça, ou j'aime... Je sais, mais J'aime marcher en forêt, ça a strictement rien à voir, mais ça fait partie de moi quand On est même. totalement d'accord. Je vois pas la question. beaucoup de gens qui défendent ta vision de la langue sont aussi antispécistes, sont J'aimerais qu'il y en ait plus, mais, Mais c'est- le malheureusement, si toutes les sont- féministes étaient antispécistes, sont aussi, ce sont serait bien, aussi- on y travaille, mais... sont aussi des gens qui sont, par exemple, très pro-climat. Je dis pas que Ralph ne l'est pas ou que je ne le suis pas, mais Pro-climat, écologie, vous voulez dire. écologie, Pro-climat, je sais pas ce que ça veut dire. Mais... qui sont dans la défense très véhémente, en bien, hein, j'ai pas forcément de critique là-dessus, mais du climat. En fait, il y a un bloc idéologique qui se construit, et j'aimerais comprendre quels sont les liens idéologiques entre tout ce bloc-là, si toi t'en vois un. Alors, effectivement, lorsqu'elle va s'agir de démasculiniser la langue, vous avez remarqué que souvent on parle plutôt de démasculinisation. Moi, j'aime bien démasculiniser parce que voilà, ça résonne, on voit. Mais en fait, effectivement, souvent, c'est porté, en extrême majorité, par des personnes qui vont avoir des idées progressistes sur l'ensemble des sujets. En fait, la question, ça va être, mais encore une fois, le projet, c'est comment est-ce qu'on abolit l'ensemble des violences et des discriminations? Comment est-ce qu'on inscrit que personne ne vaut plus que personne, en fait, sur cette terre, qu'il y a une égalité? Et donc, moi, forcément, ça part aussi dans l'antispécisme. C'est-à-dire que c'est là où il y a un lien. C'est que quand je suis devenue féministe, je me suis dit, il n'y a aucune raison que l'empathie s'arrête à la barrière de la forme d'un sexe. De la même manière, il n'y a aucune raison que l'empathie s'arrête à la barrière d'une espèce, ou d'une couleur de peau, ou d'une origine géographique. Enfin, c'est juste ça, en fait. C'est juste le principe Non, ok, tout simple de la fin des discriminations et des violences. Je comprends. C'est ça le projet. Et Ralph, même question pour toi. Est-ce que tu vois un bloc idéologique autour de tes idées qui va être du coup plutôt sur une logique de conservation de la langue, mais qu'il serait potentiellement au niveau de la culture, qu'il serait potentiellement au niveau des mœurs? Quel lien tu vois, toi, avec les blocs d'idées, entre guillemets, qui s'agrègent autour de toi? Le fait de ne pas être un grand défenseur du rap tel qu'il existe aujourd'hui, mais je dis ça pas comme un totem, mais quel lien tu vois entre ton bloc d'idées à toi, dont aujourd'hui le sujet était la langue? Donc là, on sort d'écriture inclusive. Oui, tu veux exactement. dire, généralement. Exactement. Quel lien, toi, tu fais entre des idées politiques qui existeraient, qui seraient là. Je pense qu'on peut dire que mes idées sont souvent conservatrices, et donc s'inscrivent dans un courant conservateur, même si à titre personnel, c'est pas du tout quelque chose que je revendique. C'est-à-dire finalement, là où on me place sur un échiquier politique, ça m'est complètement égal. Donc je me pense pas moi-même personnellement comme conservateur, ou comme de droite ou de gauche. Après, oui. je sais que objectivement, si on regarde mes idées, en tout cas celles que j'ai pu défendre jusqu'à présent sur ma chaîne YouTube, on aura tendance à me classer du côté du conservatisme, quoi. Dans la mesure où c'est pas que je suis contre le progrès ni contre le changement, mais qu'il me semble qu'il faut avoir une certaine prudence, typiquement pour le cas de l'écriture inclusive, une certaine prudence dans la manière dont on veut inscrire la nouveauté, le changement, dans des pratiques qui sont des pratiques très, très anciennes et qui, à mon avis, ne se modifient pas comme ça du jour au lendemain parce qu'on a l'impression que c'est un instrument de domination, des choses comme ça.
Ok. Je vous remercie beaucoup pour ce débat. Je trouvais ça passionnant. J'ai appris énormément de choses sur la langue et je pense que les gens qui nous ont regardés aussi. Je vous remercie aussi d'avoir utilisé aussi intelligemment et savamment la langue. C'était quand même assez agréable à écouter à ce niveau-là. Et on se retrouve pour le débrief dans une semaine, même si nous on va le tourner juste après. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Vous pouvez évidemment retrouver les liens qui redirigent vers Tiffaine ou vers Ralph en description. Oui, moi aussi j'ai une chaîne YouTube. Il y a moins de personnes, mais elle existe. Voilà, il y a énormément de contenu de très haute qualité des deux bords, on va dire, idéologiques de ce sujet. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Valorant pour le Crayon. On se retrouve très bientôt. Ciao. Cette émission du Crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valorant. Ciao.